Bienvenue dans Retour gagnant sur HBO Max, sur la chaîne YouTube d'Eurosport, votre rendez-vous tennis du mardi. Le Masters 1000 de Madrid bat son plein et ils sont avec nous au rendez-vous. Nicolas Escudé, Romain Bouchenot, comment ça va? Très bien, bonjour Anne, bonjour Romain. Pas Bonjour de Nicolas et crevettes, Anne. pas Non, on est d'indigestion? Vous pleine avez été pêche. raisonnable? Mm. Parce que vous savez qu'il y a un virus et une intoxication alimentaire qui planent au-dessus de la Caja Mágica à Madrid. Ouais, on est épargné malheureusement. Non, on s'en sort bien pour Ouais, l'instant. Pas mal. Vous passez Pleine pas trop de forme. temps, vous venez juste pour jouer. Exactement, on s'entraîne et puis on rentre à l'hôtel. Et on gagne. On gagne Aussi et surtout. surtout. On va parler de Carlos Alcaraz, puisqu'on l'a évoqué la semaine dernière. Est-ce que c'est inquiétant ce forfait à Madrid? Et il a confirmé que c'était plus sérieux que prévu, l'Espagnol, puisqu'il déclare forfait pour Rome et pour Roland-Garros d'ores et déjà. Il va se projeter, on l'espère, sur la saison sur gazon. Selon la presse espagnole, il souffre d'une inflammation de la gaine du tendon, donc c'est au niveau du poignet droit. Il a réalisé une IRM qui a confirmé qu'il y avait une inflammation. Il n'y a pas de rupture, mais continuer à jouer faisait prendre le risque d'une rupture. Et alors là, on est sur une blessure bien plus grave. Donc, il a choisi d'être prudent. L'Espagnol, il n'y a pas vraiment de calendrier de guérison précis sur ce genre de blessure. Du repos, une immobilisation. On a vu qu'il avait une attelle. Et puis, quand les douleurs cessent, on reprend petit à petit. Faire attention avec le poignet. Oui. Très attention, on a 2 cas qui ont été Del Potro, voire Thiem, où ça peut, d'autant plus à l'âge qu'il a, coûter une carrière ou du moins avoir à se traîner ça pendant un moment. Donc, les mesures de précaution ont été prises le concernant. Alors, ce que je ne sais pas, moi, pour le coup, est-ce qu'il s'est fait ça pendant le match à Barcelone ou à la sortie déjà de la finale et de la semaine de Monte-Carlo, il commençait à y avoir déjà des petites alertes, que Barcelone, il y a été pour le premier tour de par certains engagements, c'est en Espagne, donc voilà, ça je sais pas. Mais oui, donc forfait après le premier tour à Barcelone, annonce du forfait derrière sur Madrid, tout comme ça avait été le cas en plus l'année dernière, le concernant, où c'était sur la finale de Barcelone qui se blessait sur Rune. Et puis et surtout, là pour le coup nous concernant, forfait à Roland. Et là c'est un coup dur pour le tournoi, c'est un coup dur aussi pour lui, vu la saison sur terre et les points qu'il avait engrangés l'année dernière. Et puis c'est dommage pour le tennis tout court. Alors, on va vous présenter un petit tableau récapitulatif des blessures de Carlos Alcaraz, qui a toujours, chaque saison, eu des petits pépins physiques. Mais là, c'est vrai, Romain, que c'est la première fois que ça lui fait manquer un grand chelem. Oui, on voit toutes ces blessures. Je pense que ce sont des blessures qui ont duré un petit peu moins longtemps et qui ont été peut-être, pas calculées, mais des choses pour travailler, pour laisser son corps se reposer à des moments où il n'y avait pas de grand chelem. Là, il manque un grand chelem. Et moi, j'ai une autre explication. Il n'a pas grand-chose au poignet. Il a vu le niveau d'Arthur Fils sur terre battue. Il s'est dit, je ne pourrais pas gagner Roland-Garros cette année. Donc, on va faire l'impasse et on reviendra à Wimbledon. Non, je ne sais pas. Oui, c'est sûr que pour le tournoi, c'est toujours un peu embêtant parce qu'on n'a pas les 2 meilleurs joueurs du monde qui seront à Roland-Garros. Mais lui, il a tout à fait intérêt. Il est très jeune, il n'a pas une course absolue à la place de numéro 1 avec Sinner. Il y sera de nouveau numéro 1 mondial, je pense, dans sa carrière, s'il n'est pas blessé. Et c'est pour ça aussi qu'il fait cette impasse-là. Il a remporté les 4 grands chelems. On en a déjà parlé dans un retour gagnant. Il voulait remporter l'Open d'Australie cette année. C'était peut-être son objectif. Il l'a fait. Et aucun intérêt pour lui de venir et de se mettre en danger physiquement sur la suite de la saison. C'est sûr que Roland-Garros, il aurait aimé le gagner, mais il aura d'autres opportunités pour le faire. Et tu en as parlé, blessure au poignet, ça peut être très long. Ouais, c'est logique. Et Feliciano Lopez l'avait un peu expliqué quand on a appris qu'il ne viendrait pas à Barcelone. Il avait dit, poignet, ça peut être dangereux. J'ai eu cette blessure, ça a duré. Non, prendre aucun risque. Mais je pense qu'il est très bien entouré aussi. Et voilà, pas de risque à prendre. C'est un choix judicieux a priori pour voir sur le long terme, parce que les carrières sont longues et on ne peut pas prendre le risque que ça s'aggrave. Parce que lui, il voit sur le long terme, il voit aussi des records à aller chercher, d'autres grands titres. Ouais, et puis elle tombe, je trouve, à un moment où on avait pu l'entendre déjà un petit peu sur la tournée américaine, sur le fait de quand j'aurai besoin de souffler, je soufflerai. Par moments, je sens le besoin justement de couper là à un moment donné.
Donc c'est peut-être aussi un mal pour un bien, hein, le concernant. Ouais, je pense que c'est un joueur qui s'écoute. Il y a eu des discussions avec Juan Carlos Ferrero quand il partait en vacances à Ibiza parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin de ça. Et là, ben lui, il sait qu'il a cette douleur et il s'écoute aussi et il ne va pas jouer parce qu'il se fait confiance. Il sait qu'il reviendra plus fort après. Moi, je pense que c'est une très bonne décision. Après, on n'est pas en train de dire qu'il a fait exprès de se blesser au poignet pour pouvoir partir en vacances. Hein. Non, pas du tout. Il s'écoute. Pas du tout. Non, mais il respecte son corps. En tout cas, ce sera a priori 2 mois d'arrêt au minimum pour Carlos Alcaraz. Il y avait déjà eu 6 semaines d'absence, hein, donc octobre-novembre 2022, après cette blessure aux abdominaux, qu'il avait fait renoncer d'ailleurs au Masters. C'était le premier grand tournoi qu'il avait manqué. Et après, les autres blessures, c'est vrai qu'il était souvent bien revenu après, mais c'était moins long. Donc, ça va être intéressant de voir aussi comment il va gérer ce temps-là. On a vu qu'Arthur Fils avait bien mis à profit le temps qu'il avait eu loin des cours pour travailler sur le physique, pour travailler différemment. Et on a vu comment ça se passait au retour sur les terrains. Donc, c'est ce qu'on souhaite à Carlos Alcaraz. Oui, mais on n'a pas. Alors la projection d'une reprise est annoncée sur gazon. Oui, il y a rien gazon, elle d'annoncé peut commencer officiellement. le lendemain de la finale de Roland, comme ça peut être 3 semaines après, éventuellement à Wimbledon. Tout ça, c'est très hypothétique. Hein. Ça dépendra de effectivement l'évolution de sa blessure, des douleurs. Et le problème de cette blessure, c'est que ça peut devenir chronique si on reprend trop tôt. Donc, voilà, prudence avec Carlos Alcaraz, mais il a l'air effectivement d'être bien entouré. Il n'a jamais fait d'extraordinaire fin de saison. Carlos Alcaraz sur dur, que ce soit Feu, Bercy, mais Rolex Paris Masters ou au Masters, il y a peut-être aussi l'opportunité pour lui de bien terminer à partir de Wimbledon. Il a souvent pas terminé ses saisons à l'US Open, mais un petit peu. Et c'est aussi une chance d'arriver peut-être plus frais que les autres, parce que Sinner, il va aller chercher des grands chelems et il va essayer d'engranger. Donc bien finir la saison, maintenant, ça peut être aussi cet objectif-là pour lui. Oui, parce qu'on sait que la saison sur gazon est courte, donc est-ce que ça vaut le coup de revenir pour Wimbledon parce qu'il y a cette échéance-là, ou est-ce que la reprise idéale, c'est sur... S'il a pas mal, il reviendra. Oui. Si les médecins lui disent tu peux revenir, il reviendra, je pense. Et même sur un tournoi de préparation à Wim, potentiellement, parce qu'il n'aura pas joué déjà depuis un bon petit moment, à savoir ce premier tour de Barcelone. Donc s'il a la possibilité de pouvoir faire un tournoi avant Wim, il le fera. Il le fera, ça c'est sûr. Affaire à suivre, évidemment. On l'avait évoqué, le boulevard pour Yannick Sinner en l'absence de Carlos Alcaraz, en tout cas pour l'instant à Madrid. Mais on a envie de se projeter aussi un peu sur la suite et sur Rome, puis Roland-Garros, et se demander qui va challenger Yannick Sinner. Il y a des places à prendre là. Est-ce que ça peut sublimer de se dire là, il y a une occasion d'aller en finale d'un Grand Chelem, puisque les dernières finales de Grand Chelem, c'était l'un ou l'autre, quasiment, à part à l'Open d'Australie cette année avec Djoko, ou est-ce que ça met plus de pression aux joueurs qui sont juste derrière? Je sais que toi, Romain, que tu as déjà ton poulain, c'est Arthur Fils. Oui, après, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'y a que Zverev qui est sûr de ne pas être dans la partie de tableau de Yannick Sinner. Il sera tête de série numéro 2, mais à Roland-Garros, la tête de série 3 peut être avec la tête de série 1 et 4 et 2, c'est possible. Donc Zverev, lui, il sait qu'il ne jouera pas Sinner avant la finale, c'est aussi un avantage. C'est bon signe, il se retrouve à avoir à jouer Sinner. Exactement, donc ça, c'est le seul qui aujourd'hui peut le dire. On verra le tableau. Il n'y a personne qui se dégage, je trouve. C'est vrai qu'on parle d'Arthur Fils, c'est pas du tout parce qu'on est français, parce que je pense que tout le monde, tous les observateurs du tennis le voient jouer. Quand on gagne Barcelone, déjà on n'est pas n'importe qui, si on regarde les anciens vainqueurs. Là, il enchaîne, on verra jusqu'où il va aller à Madrid. Mais pour moi, c'est le plus costaud. J'ai regardé un peu Zverev, notamment contre Terence Atman. Il y a eu des hauts, des bas. Là, Arthur Fils, il a commencé un peu tranquillement son tournoi, mais il enchaîne. Là, ça fait 8 matchs de suite, 8 victoires de suite. C'est la première fois de sa carrière avec sa victoire, parce que là, on est mardi. Il vient de gagner s'imposer contre Etcheverry. Exactement, match difficile contre un joueur du top 30. Non, c'est très très fort. Il est de plus en plus solide, de plus en plus constant. Il s'agace pas beaucoup face à un Etcheverry aujourd'hui qui a été très bon. Même niveau du début à la fin, Arthur Fils était un petit peu au-dessus. Et il est un peu au-dessus du mec qui a gagné le plus de matchs sur terre battue cette saison. Donc oui, pour moi, c'est le meilleur joueur hors Sinner sur terre battue à venir. Et sur cette saison, c'est le cas aussi, je trouve. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour Zverev, là?
d'aller de ça nouveau fait- disputer une on le- finale. Bah on- oui, ça mais fait- on se repose la question parce que là, en plus, il y a un L'année- concours de circonstances. Il n'y a pas Alcaraz. Donc, c'est lui le numéro 3. On n'oublie évidemment pas Novak Djokovic, mais on n'a Mais pas ça, trop on sait. d'indications Ouais, là, sur... on a pas du tout. aucun parce indicateur. que Novak Djokovic, à 100%, il peut aller chercher Zverev, je 25e. sais pas, je peux pas répondre à ça. Il a pu aller tellement de fois sur. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il est numéro 3 depuis un bon petit moment derrière les deux autres, sans avoir été délogé. Et il va très souvent sur les derniers carrés de tournois, des plus gros tournois. Finale, comme ça avait pu être aussi le cas d'un grand chelem en Australie, il avait été corrigé certes par Sinner. Il va loin dans les tableaux. C'est rare de voir un Zverev sortir très très tôt. Après, de là à dire est-ce que c'est le moment ou jamais, Zverev a entamé, sans parler d'une mue, mais dans le discours, dans l'approche, même dans certains matchs qu'il a pu jouer depuis un petit moment, et d'autant plus depuis le début de la saison sur Terre, on le sent beaucoup plus agressif. Ouais, il essaye. Ouais. Dans ce qu'il essaye d'entreprendre, de mettre en place. Ça peut lui coûter sur certains matchs un set qui s'envole, ce genre de choses, mais il arrive toujours à s'en sortir. Donc oui, il donne certaines garanties, mais sur le dernier step, il l'a jamais démontré. Après, je rejoins Romain concernant Arthur. Quand on voit le début de saison pour lui, et au-delà du début de saison, le retour à la compétition, le concernant depuis Montpellier. Il est au bout de pratiquement chaque tournoi. Il se rapproche des meilleurs. Son jeu est de plus en plus solide. Il sera dans le top 20 à la fin de la semaine. Il sera dans le top 20 avant la fin de la semaine, donc en termes, et on t'en parlait Romain, du positionnement de tête de série. C'est Arthur, aujourd'hui, effectivement, donne le plus là pour le coup, de garantie de jeu, sans avoir un passif vis-à-vis de Sinner qu'un Zverev peut avoir. C'est ça. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Il a ce passif grand chelem, où il n'a pas réussi à atteindre les quarts de finale une fois 8e à Wimbledon. C'est son prochain challenge, c'est 8e le meilleur résultat. Et puis après, sur ce tournoi de Madrid, alors moi ça a été le cas la semaine dernière déjà avec Jodar à Barcelone, mais qui là pour le coup, le jeune Espagnol continue sur Madrid. J'ai pu voir aussi leur match Jodar-Fonseca. Il y a une génération, pas mal de jeunes joueurs là, qui sont en train d'arriver, qui eux pour le coup n'ont aucun complexe. Il y a aussi le jeune Belge, Blox, que j'ai commenté hier, qui jouait incroyablement bien. C'est ouvert. Quand je dis c'est ouvert, c'est-à-dire que c'est des adversaires aujourd'hui en termes de niveau de jeu qui, sur un match, d'autant plus en fonction du tirage au sort, peuvent arriver à surprendre un très gros. Du fait qu'en fonction du positionnement des têtes de série, vu qu'ils ne le seront pas forcément tous et relativement bien protégés, peut éventuellement surprendre. Sinon. Et est-ce que le fait d'avoir Alcaraz absent, et de se dire on a une chance là d'aller plus loin que d'habitude, peut-être pour ceux d'après, ça motive plus ou ça inhibe? On avait vu Federer quand Nadal perd à Roland-Garros avoir du mal dans tous ses matchs jusqu'à la finale. Mais ça, c'est pour Sinner peut-être. C'est peut-être Est-ce que la pression elle est pour se dire, Sinner là, si je le gagne pas, ça sera une erreur. Quand il y a Alcaraz, c'est du 50-50. Là, il peut aussi, lui, sur des premiers tours, enfin, je pense pas du tout que ce soit la mentalité du joueur, mais se dire, je dois le gagner, se mettre un peu plus de pression parce qu'il doit gagner Roland-Garros. Là, c'est sûr qu'il doit gagner Roland-Garros. C'est celui qui lui manque en plus. Oui, exactement. Donc, ce sera pas facile pour Sinner non plus. Et puis même que soit Sinner, que soit, là on parle que de Zverev, mais je pense que c'est tous les joueurs, même quand Alcaraz était là, déjà la priorité c'est me retrouver le plus loin possible d'eux au niveau du tableau, sur le moment où je vais avoir à les affronter. Là pareil, sans Alcaraz, avec un Zverev tête de série 2, c'est pareil, ils sont nombreux, se cogner Zverev assez tôt dans les tableaux, c'est pas une mince affaire non plus, donc oui, ça ouvre des perspectives. Est-ce que la pression va être mise d'autant plus sur Sinner qui, on aurait tendance à dire, n'a pas le droit à l'erreur? Disons que pour l'instant, il a l'air de bien la gérer. C'est pas mal. 25 victoires aujourd'hui de suite en Masters. En Masters 1000, oui. 20 de suite là en 2026. C'est plutôt pas mal. Oui, ça va. Lui, s'il enchaîne aussi, et on avait parlé du record des 41 victoires de Djoko pour Alcaraz quand il était sur une belle série, mais là, Sinner... il peut aussi tout casser, puisque c'est lui, là, le numéro 1. Et sans l'adversité d'un Carlos Alcaraz, ça peut aller très loin. On avait envie de redire un petit mot sur Rafa Rodar, El Fenomeno, le petit chouchou de Romain. Tu nous en avais parlé il y a quelques émissions déjà. Et il confirme, il y a eu ce titre à Marrakech qui nous avait fait découvrir vraiment le potentiel de ce joueur. Et là, c'est quand même l'éclosion... énorme, hein. Il était en demi à Barcelone. Il a éliminé
Alex de Minaur, donc top 10 à Madrid. Il continue sa route pour l'instant. Là, l'Espagne s'est trouvé une nouvelle coqueluche. Il fait forte impression là, à Madrid. Il y a beaucoup de monde sur ses entraînements. Il attire l'attention. Ouais, Et il a remporté le choc des générations exactement. face à Je vais Fonseca. laisser Nico en parler parce qu'on en a discuté tous les deux. Mais là, il faut se rappeler que ces mecs-là, ils ont 19 ans, Rodar et Fonseca. Fonseca. Et ça a été un match exceptionnel. Il y a cette génération qui arrive et Rodar, il a gagné ce duel qui était très important, je pense, pour lui, de montrer la suprématie. voulait Il est beaucoup derrière dire. encore au classement par rapport à Fonseca, mais je pense qu'il va passer Il fonce devant dessus, là. rapidement parce que c'est incroyable ce qu'il fait. 11 Bah, victoires, une et défaite puis sur terre battue pour l'instant. alors je ne l'ai pas en tête, mais à la même époque l'année dernière, il était classé, je ne sais pas combien. Ah, C'était, oui, il était Mais au-delà de la 500e place. moi, j'ai commencé à entendre un petit peu son nom, on va dire, au tout début de la tournée américaine, au moment de l'Indian Wells et autres. On a pu voir à Miami derrière, il fait qualifier 3e tour. Il bascule sur terre battue derrière, il gagne Marrakech. Barcelone, tu as parlé effectivement du match contre Arthur que j'ai commenté, qui a été pendant 1 heure, du moins un set et demi d'une intensité juste dingue, jusqu'à ce que Arthur arrive physiquement à le rincer, à l'étouffer. Et puis il confirme effectivement là. Mais pour en revenir au match de l'autre soir contre Fonseca, oui, tout le monde l'attendait ce match-là. Ah oui, ils l'ont mis en night, ça veut On dire parle de quand même Fonseca depuis un que moment. là, ça y Voilà, est. quand on voit les résultats qui sont les siens depuis aussi un petit moment, le tennis qu'ils sont capables de pouvoir arriver à pratiquer, et le fait que là, pour la première fois, ils se rencontrent sur le grand circuit, sur un grand tournoi. Et ça a été un match que j'ai regardé avec un œil, non pas en les comparant quelque part à du Alcaraz, Sinner ou je ne sais qui, mais en prenant juste un plaisir dingue à voir 2 gamins de 19 ans sur le court, en train de se tirer une bourre sur le central de Madrid plein à craquer. C'était juste génial. Et un niveau de jeu dingue. Donc, Ça fait un peu penser au quart à l'US entre Alcaraz et Sinner il y a quelques exactement. années. Donc, ils étaient tout jeunes. forcément intéressant. C'est des joueurs qu'on va voir au sommet du classement mondial d'ici peu. Et ce qui est intéressant, bon, on connaît un peu plus maintenant Rodar, il y a des choses qui sortent. C'est un joueur qui a fait 1 an aux États-Unis Oui. à la fac. C'est un joueur qui a exprimé le fait que la terre battue n'était pas sa meilleure surface. C'est un joueur qui a gagné l'US Open Junior. En 2024 contre le Norvégien Kjær, qui était aussi de cette Budkov. génération 2006, Budkov Kjær, et qui On a vu à lui aussi Madrid, joue très d'ailleurs. bien, hein, cette génération 2006. Il se tire la bourre avec Landaluce. En Espagne, il y a 2 Espagnols. Daniel Merida aussi. Merida, qui a 1 ou 2 ans de plus qu'eux, je crois qu'il est 2004, mais qui lui aussi joue très bien. Non, c'est des profils de joueurs espagnols qu'on ne voyait pas avant. Quand on reprend tous les joueurs espagnols des années 90, c'était des purs terriens. Bon, on a Moya et Ferrero qui ont été numéro 1, mais qui n'ont jamais gagné de Grand Chelem autre que Roland Garros. Et il y a eu ces moments en Espagne où Rafael Nadal, en 2008, gagne Wimbledon, en 2009, gagne son premier Australian Open. Et là, les Espagnols se disent, attends, on peut peut-être y a gagner peut-être autre pas que la part que terre. sur terre battue. Et puis, ça a créé ces joueurs-là, Carlos Alcaraz le premier, mais un Landaluce, 1m93, un Rodar, 1m91, qui sont capables de bien jouer, de bien servir, de jouer sur toutes les surfaces. Et oui, ce sont des joueurs complets qui arrivent, et on n'avait pas ça dans le tennis espagnol à l'époque. Et ça reste pas mal sur terre. Exactement, et en plus, c'est très La bon sur preuve. terre, donc c'est hyper intéressant de voir ça et de voir que, on parlait, parce que Alex Correggia nous a parlé sur Eurosport, il y a un article à aller lire sur Eurosport.fr. Ouais, ce sont des Madrilènes. Il n'y avait pas de Madrilène avant, mais ce sont des Madrilènes parce que avant, on avait du terrien, plutôt petit gabarit de Barcelone ou d'autres endroits du sud. Exactement. Des îles. Et des îles. Et là on a des Mais là, joueurs pour ne différents. parler que de cette génération, c'est des joueurs, mais surpuissants. Ouais. Physiquement, envoie qui sont des grosses capables de sacoches. frapper mais Ouais. en coup droit à une puissance, parce que là on parle Rodar, forcément Fonseca qu'on suit depuis un petit moment. Très puissant. Il est peut-être un petit peu plus âgé, on parlait tout à l'heure du jeune aussi belge, Blox. Ouais, Blox. il est Ça 21 ans. frappe très, Mais très il est fort. en coup droit, mais il l'a envoyé. Et où je vais venir y greffer à ces générations-là, quelqu'un qui, là, pour le coup, en plus, a déjà gagné un Master 1000. C'est pareil, quand on voit un Mensik, c'est des profils de joueurs aujourd'hui, mais puissants à outrance. Et c'est vraiment impressionnant. C'est les nouveaux formats, les nouveaux physiques dans le tennis
moderne. Et il nous a dit, hein, Alex Corretja, qu'il pouvait jouer partout, effectivement, Raphaël Rodar. Et ça se Il sert confirme. très bien, il est encore perfectible au niveau du service, je pense qu'il y a encore à stabiliser certaines choses. Il retourne très très bien, c'est puissant des deux côtés, ça bouge très très bien pour la taille qu'il fait. Et puis un autre truc quand même, il arrive à Barcelone, il n'y a pas de... Enfin, Carlos Alcaraz qui débute mais qui ne fait pas le tournoi, donc tous les espoirs sont sur lui, il fait un super tournoi. Il arrive à Madrid, là on est chez lui, et il répond présent sur des matchs difficiles. Il avait un duel contre un autre joueur de la génération 2006 qui le gagne, il bat son premier top 10 avec Alex de Minaur. Enfin, c'est incroyable, il semble très calme en plus. C'est un joueur qui s'agace pas, qui a l'air de pas trop mal gérer les médias. À l'image de Fonseca qui connaît ça, lui, qui a la pression depuis déjà quelques années. La nouvelle pépite brésilienne. Plus fragile psychologiquement. Et ce que j'ai pu percevoir sur leur affrontement, justement, entre Rodar et l'Espagnol, l'a mangé, dans la tête sans aussi. parler physiquement, mais dans la tête, psychologiquement, en vouloir, mais encore plus que lui, certainement. Et ça, je trouve l'Espagnol devant le Brésilien, là, dans ce domaine-là, pour l'instant. Il a l'air d'apprendre vite aussi, Rafa Rodar. Brûle les étapes à suivre, évidemment, à Madrid et puis pour le reste de la saison. On avait envie de revenir aussi sur ce petit fait de jeu dans un match 100% français, les crampes de la discorde entre Terence Atman et Hugo Humbert. Alors, on vous rappelle le contexte, les deux Français qui s'affrontent. Et Atman mène. Nico, tu as commenté ce match. Il a remporté le premier set. Il y a 5-3 dans le deuxième. Il sert pour remporter le match. Et là, il se tend. Il y a des crampes qui arrivent pour Terence Atman, qui sont des crampes de tension, pour le coup, de stress. Les mêmes que Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic à Roland-Garros. Et oui, il avait appris là, à ce moment-là l'espagnol. Et alors, ce qui fait poser quelques questions, c'est que donc, ça dure longtemps. Donc d'abord à 5-4, il y a 3 minutes. Quasiment 3 minutes d'interruption de jeu, puis à nouveau dans le tie-break à 4-2 où Hugo Humbert mène. Il n'y a pas de sanction pour dépassement de temps contre Terence Atman. Et il y a eu une grosse colère de Jérémy Chardy, le coach de Hugo Humbert, à la fin du match. On y reviendra, mais d'abord, sur ce fait de match, on rappelle qu'il n'y a pas de temps mort médical pour des crampes. Quand ça arrive pendant un jeu, il faut attendre le prochain changement de côté, où là, on a le droit de faire appel au kiné. Donc, ces soins, ils sont uniquement pendant les changements de côté. Et s'il y a des crampes en plein milieu d'un jeu, il faut continuer à jouer. Sous le temps imparti. Sous le temps imparti. Et là, c'est ce qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire que Terence Atman a quand même pris du temps, mais n'a pas reçu d'abord d'avertissement, puis de points de pénalité, etc. Et c'est ce que vous pensiez pendant le match avec Tom Morel. Tout à fait. Vous êtes dit, il va prendre des points de pénalité et ça va défiler. Et c'est pas tombé. Donc c'est pour ça, là, c'est en fait savoir remettre la cause sur quelqu'un. Tout le monde peut être en tort là-dedans. Le corps arbitral, effectivement, je pense qu'il y a eu des passages où il est passé au-delà du temps. Qu'il y aurait eu moyen quand même de pouvoir à un moment donné le sanctionner, mais il y a aussi en face l'attitude d'un Hugo, s'inquiétant. Qui va apporter une chaise à un moment donné. Et donc, voilà, temporiser, pas mettre forcément trop de pression non plus sur l'arbitre. Mais bon, après, le maître du jeu, c'est l'arbitre, donc c'est quand même à lui à te dire un petit peu tout ça. Et puis après, sans parler de la colère après du staff, d'Hugo ou autre. Et puis après, il y a ce que Hugo n'a pas réussi à faire sur le terrain à ce moment-là il a été trop gentil. C'est ça qui lui coûte la victoire. Oui, je ne parle pas du match, mais à minima du 7. Oui, parce qu'après, on ne sait pas s'il prend pas. Est-ce que dans son esprit, il n'est pas sur l'arbitre, fait quelque chose, et plus sur son match? Est-ce que parce que là, on voit qu'il n'est plus du tout dans son match. Mais même si l'arbitre lui met pas Non, mais lui, il s'est pris la tête avec le fait que l'arbitre n'intervienne pas, je pense. Peut-être. Et du coup, il sort de son match. Il y a quand même un moment où il ne peut plus du tout jouer. Mais il y a il arrive à remettre la balle de service, je crois, 5 partout, ou quand il se fait, je ne sais plus, où il sert, après avoir eu ses crampes, il sert tout le jeu à la cuillère, pas la cuillère par en dessous, mais engagé, lifté comme ça. Et ce jeu passe à une vitesse folle, quoi, où Hugo fait des fautes, met à peine la balle dans le terrain, joue sur son adversaire. Et là, on dit, bon, à un moment donné, il suffit juste qu'il glisse une balle un peu courte dans le carré de service. De toute façon, Terence ne pourra pas y aller.
Donc voilà, oui, il y a ce fait C'est de dur jeu, parce que c'est un Français en face cette maîtrise aussi, d'aller aussi par la force des choses. faire mal en se disant bah voilà il peut pas bouger, je vais lui mettre. Ouais, mais c'est là où il faut aussi, parce que l'important, c'est Faut quand en même profiter. de Les gagner 3 le points. les 3 points, c'est voir la victoire, et puis sans dire qu'à un moment donné, il y a un règlement. Et donc, c'est pas forcément parce que c'est un compatriote que on va s'asseoir sur le règlement et que donc on va laisser faire certaines choses. Mais oui, il y a des choses au niveau de l'arbitrage, il faudra arriver à revoir le temps et les périodes où effectivement ça a dépassé. Et puis regarder aussi un petit peu toute cette fin de match, d'autant plus le tie-break. On parle de se faire débraquer, mais dans le tie-break, ils mènent 5-2, Hugo. Ouais. Il ne marque plus un point derrière. C'est dans la Donc, tête que ça se passe, clairement. Et pour revenir à la colère du staff, je pense qu'il y a une forme de frustration, certes, par rapport au fait de jeu. Mais aussi au niveau de jeu d'Hugo Humbert. Exactement. Jérémy Chardy, qui a été assez virulent envers l'arbitre. Il y a d'autres arbitres qui sont venus pour essayer de calmer un petit peu la situation. Il y a une enquête qui a été ouverte après cet incident. Donc on verra s'il y a sanction ou pas, juste blâme. Enfin, c'est une échelle de sanctions qui existe. Mais a priori, c'est quand même la frustration qui a parlé. Ah, oui. Mais ça n'enlève pas le fait que, en tout cas, Atman avait très bien joué jusque-là. Il menait. Ah oui, et il sort vainqueur, donc c'est quand même sans dire assez qu'il miraculeux. survole les débats, parce qu'attention, sur ce premier set, il se termine comme ça au deuxième. Au premier, Hugo arrive à se dégoter une balle de 7. Oui, donc c'était un match où ils étaient relativement proches l'un de l'autre. Et ça pouvait arriver effectivement à basculer dans un sens comme dans l'autre. On avait vu cette situation avec Alcaraz à l'Open d'Australie contre Zverev, où il s'était fait manipuler pour le coup au changement de côté. Ça n'avait pas plu à Zverev, mais a priori la règle a changé. Maintenant on a le droit de se faire soigner, mais c'était un peu flou parfois. On avait le sentiment que les joueurs s'interrogeaient, est-ce que je suis blessé? Du coup je fais venir le kiné. Toi à ton époque il n'y avait pas tellement de doute là-dessus, on pouvait se faire soigner. On pouvait arriver à se faire traiter pour les crampes. Après effectivement, pour contrecarrer ces dérives, il y a pu y avoir certaines évolutions dans la dernière en date où ça n'est qu'au changement de côté. Mais après, moi, c'est toujours pareil, je pars du principe des crampes, c'est aussi le travail entrepris, alors je ne vais pas parler de démolition, mais d'attaquer physiquement son adversaire, de l'épuiser et autres, et d'arriver à se faire traiter sur ce genre de choses. Et les blessures, alors? Les blessures, ça peut être ça aussi. Est-ce que il est normal de faire venir un médecin ou un kiné sur un match de tennis? Je vais aller beaucoup plus loin que ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une règle, parce qu'il y a quand même beaucoup d'abus. Un joueur sur 2 qui perd fait un temps mort médical. J'en rajoute, mais il y a quand même c'est très souvent le joueur qui perd qui fait un temps mort médical. Ça arrive, pas systématiquement, mais souvent... Bon, c'est des sports collectifs, mais au foot ou au rugby, tu viens, tu sors, le jeu continue. Et donc, tu désavantages ton équipe. Et au rugby, c'est même sur le terrain, ça continue. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, si tu as besoin d'un kiné ou d'un médecin, toutes les minutes, tu perds un point. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'abus s'il y avait vraiment des sanctions ou en termes avoir de moins, points. Ouais, parce que peut-être ça arrive quand même très souvent, les temps morts médicaux. Moi, je mets un peu les crampes là-dedans, c'est une douleur, mais si tu n'arrives pas à aller chercher un appui en bout de course, comme quand Zverev se blesse à la cheville contre Nadal, parce qu'il y a eu 3 heures de match dans sa demi-finale de Roland Garros, il y a eu 3 heures de match, 2-7. C'est peut-être parce que Nadal l'a usé que son appui, il pose pas bien. Bon, là, il n'a pas pu reprendre le jeu, mais je trouve que c'est une vraie question. Là, on fait venir du médical pour aussi récupérer. Est-ce qu'il y a plus de joueurs qui gagnent des matchs, qui retournent les situations avec des temps morts médicaux? Je pense pas. Si tu es blessé, t'arrêtes. Ou t'es pas blessé. C'est un peu... Zverev, pour le coup, avait eu un discours en ce sens en disant « Je vois pas de toute façon très bien à quoi ça sert les temps morts médicaux. Soit tu as une vraie blessure et tu peux pas jouer, soit c'est ta responsabilité, tu ouais, joues. Mais alors, et ça peut rentrer dans la tête de l'adversaire aussi, de se dire alors, il y a j'entends bien les blessé. abus. Et il y en a eu, il y en aura, ça ne s'arrêtera pas. Est-ce qu'il ne faut pas partir du principe quand même que l'intervention du corps médical est pour sécuriser quelque part le côté physique, la santé de l'athlète, qui, athlète de haut niveau, pourrait, quelle que soit blessure en fonction de l'enjeu de l'événement, pousser encore plus loin et, entre guillemets, tout péter. Oui, mais un médecin ou un kiné ne va pas dire « il faut que tu arrêtes ».
Il Ah va non. quand même laisser. Non, mais il va l'opportunité. pouvoir donner une expertise sur la gêne ressentie par le joueur. Ouais. Donc après, le joueur Oui, arrête, parfois c'est n'arrête juste un pas. cachet et ça va passer quand c'est des douleurs qui ne sont pas forcément Mais alors que musculaires. et là je parle pour une blessure, mais quelque part l'intervention est la même. Pour des crampes, pour moi, dans mon esprit, il ne faudrait pas intervenir. Non. Alors, tout. le physio ne peut venir que 2 fois dans le match en cas de crampe, me précise. Mais c'est vrai que c'est Michael Oise. impressionnant. On n'a pas envie de le laisser comme ça, Terence Atman, parce qu'il est en souffrance totale, mais sur là, l'écran. les Donc images ça va étaient, passer, donc il là, met Tu pas. c'est serais pas en grotesque. train de serrer le poing quand tu le vois comme ça en train. Mais oui, je suis en train là, de t'avoir, non? L'adversaire, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de le voir comme ça, s'écrouler Mais non, sans oui, que bah oui. personne ne vienne le voir, mais ça reste Non, une mais ça blessure pas arrive, grave. Dimitrov, Ça, c'est pas il se grave. déchire les abdos alors qu'il mène contre Sinner en Et ça, grand c'est chelem. blessure. C'est tu la sors. vie. et- Ouais, là, tu peux plus faire grand-chose. Bah oui, non, mais Les là, crampes du coup, peuvent il arrête. éventuellement arriver à passer, mais après, c'est à toi à arriver éventuellement à gérer ce passage dans le temps imparti, dans le règlement. Ouais. On a trop maintenant quand même recours à ça, pour toi. Ah, ouais, totalement. Pour les Mais- crampes Moi, pour tout. Ah. Le temps mort médical, le médecin Ça peut va venir. avec les toilettes break, ça va Ouais, avec... exactement. Ça tous ces peut temps s'enlever. On d'arrêt. parle d'accélérer le tennis, mais les 3 minutes, tu dis, bon, le médecin, changement de côté, il vient. Bah, là, c'est une Oui. élongation, force pas, Il ou vient c'est une possible. fois. Tu as 1 minute 30, tu gères ça et tu retournes au combat. Si tu peux pas, t'abandonnes. Mais je vais encore une fois un peu trop loin. Il y a certainement des cas où l'intervention du médecin fait du bien et le mec peut repartir, ou la joueuse, mais je sais pas. Je pense que ça peut faire partie des choses qui accélèrent le jeu et des abus. On a quand même parlé beaucoup d'abus. Je ne vais pas citer que Novak Djokovic, mais quand même. J'attendais. Non, ça mais- va faire réagir. ça. Non, mais il a souvent réussi, grâce à ça, à casser le momentum de son adversaire et à remporter des matchs. Tu peux pas lui en vouloir, c'est Après, autorisé. oui, et puis le corps, c'est quand même l'outil du sportif de haut niveau. Donc, quand tu te poses des questions, que tu as peur d'aggraver une blessure, c'est normal de pouvoir aller se renseigner aussi auprès d'un médecin, d'un physio. Ouais. C'est Mettre bien. des indications. Mais une fois que tu as ta réponse, Mhm. c'est bon, on ne Je sais revient pas. plus. Je C'est propose. des pistes Ah ben là, à de toute façon, explorer. la décision, elle revient au joueur. Alors après, en fonction, c'est toujours pareil, en fonction vraiment des cas, sans parler d'extrême, effectivement, le médecin peut aussi, à un moment donné, essayer de faire comprendre à l'athlète. Là, honnêtement, Oui. Mhm. mais après, de toute façon, c'est le joueur. Hein. On le voit même quand les joueurs discutent avec leur box, par moment. Dans ce Il y en cas a, de- ils disent arrête. Mais arrête. l'autre soir, malheureusement pour lui, Arthur avec son mollet. Oui, On l'a vu Rinderknecht. énormément discuter avec Lucas, avec sa boxe. Voilà, j'ai ressenti quelque chose, je le sens pas. Et on voyait Lucas lui dire, si tu le sens pas, C'est le fais toi, pas. ouais. C'est Ouais. toi, c'est la décision, c'est toi qui dois la prendre. Et il a décidé d'abandonner, malheureusement. Alors Malheureusement. qu'il remporte le deuxième set. Ouais, c'est il là où égalise à c'est une manche courageux de partout. sa part, parce Tout à fait. qu'il avait peut-être renversé un peu le match. Et Non, il n'y a mais, pas de débat là. Il ouais. continue pas. Blessé. Bon, Terence Atman, c'était pas une blessure. Il a joué derrière contre Zverev et il a perdu à la régulière. Mais voilà, c'était pour quand même revenir un petit peu dessus. Mais tu poses une bonne question, Romain, Oui. à suivre. Je Je sais pas. sais pas. Il a tenté un Non, truc. mais oui, j'avais envie d'en parler. Avec un petit tacle à Novak Djokovic au passage, Non, ça se non, prend non. toujours. Meilleur joueur de tous les temps, rien ne tient. Rien à dire. J'ai laissé faire, j'ai attendu. Oui, non, mais je savais que tu te... Je tournais autour. On va parler d'une joueuse maintenant pour finir cette émission. C'est Iga Swiatek qui a abandonné, elle aussi, à Madrid. Elle est sortie en larmes du cours au 3e tour. Alors, a priori, elle a été touchée par le virus qui a fait pas mal de dégâts à Madrid. C'est pas les crevettes, mais c'est autre chose. Elle a quand même dit qu'elle s'était sentie très faible et que les derniers jours avaient été compliqués. Mais au-delà de cet abandon pour maladie à Madrid, c'est compliqué pour la Polonaise qui n'est plus dans le top 3 mondial désormais, qui a remporté aucun titre en 2026, qui avait déjà été en difficulté l'année dernière à la même époque. C'est bon signe pour Wimbledon. C'est ça, peut-être pour elle. Oui, parce qu'elle n'avait pas fait une bonne saison sur terre battue. Justine Hénin avait d'ailleurs dit dans l'émission quelques semaines avant que ça ne serait pas miraculeux, que ce n'est pas parce qu'elle revenait à Roland-Garros sur les terres de ses succès que ça se passerait bien. Et d'ailleurs, ça ne s'était pas bien passé. Mais derrière, elle avait retrouvé des couleurs à Wimbledon. On va voir
titrée ensuite à Cincinnati, titrée à Séoul. Et puis, fin de saison un peu plus compliquée à l'US et à Wuhan. Au Masters, elle n'était pas sortie des poules. Et en 2026, elle n'a pas non plus dépassé les quarts de finale. Battue d'entrée à Miami, par exemple. Il y avait eu un quart de finale à Stuttgart. À l'Open d'Australie aussi, elle avait arrêté en quart de finale, battue par Rybakina. C'est compliqué quand même pour la Polonaise. On sait que ça se passe beaucoup dans la tête. Elle a essayé d'aller trouver des solutions auprès de Rafa Nadal dans son académie à Majorque. Mais pour l'instant, ça ne revient pas pour la Polonaise. Est-ce que c'est inquiétant ? Ça revient moins qu'avant. Surtout, c'est vrai qu'elle avait pu dominer à un moment donné un petit peu plus le circuit, être beaucoup plus présente sur les gros tournois et les fins de même très gros tournois. Là, elle a du mal à enchaîner. Après, au moment où elle enchaînait pas mal Roland, du moins les tournois du Grand Chelem et les résultats qui étaient les siennes, on sentait une forme de stabilité. D'ailleurs, elle en parlait énormément du travail qu'elle pouvait faire, justement au niveau psychologique, au niveau mental, pour arriver. Et là, on sent que c'est à nouveau, quelque part, très instable, très fluctuant dans la façon dont elle peut avoir à vivre certaines choses, parce qu'on peut la voir par moments sur le court, même sur certaines défaites, totalement perdue. Donc oui, c'est un petit peu inquiétant, je trouve. Moi, je pense que la montée en puissance, toute surface confondue de Sabalenka, quand on est comme ça, numéro 1, et ça me fait penser un peu aux larmes de Federer. Je vous parlais tout à l'heure de l'Open d'Australie 2009. Nadal, il vient de le battre à Wimbledon, il le bat là. Là, elle voit que sur un tournoi comme Roland-Garros, où elle a toujours été la reine quasiment, il y a eu une saison où elle ne gagne pas, mais je crois qu'elle fait 2023, 24, 2021, 22, enfin en tout cas, elle en gagne 4. Là, maintenant, elle se dit, mais Sabalenka, elle a amélioré son niveau de jeu. Est-ce que je suis encore en capacité de la battre ? Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se prend beaucoup la tête, Iga Swiatek. Ça peut jouer aussi de voir les autres qui arrivent à son niveau, qui lui mettent la pression. Même une Rybakina qui a eu des meilleurs résultats en Grand Chelem qu'elle ces derniers temps. La montée en puissance de toutes ces joueuses. Sabalenka intouchable. Hein. Elle a pris énormément d'avance au classement WTA sur sa dauphine. Elle gagne beaucoup, elle dégage une forme de sérénité. C'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était Swiatek qui enchaînait, qui mettait des 6-0, qui ne perdait pas. Ça peut venir de là. On sait qu'il y avait eu aussi toute cette phase compliquée avec la suspension et le flou un petit peu autour de cette question de dopage qui l'avait beaucoup affectée, où elle s'était sentie visée par des critiques qu'elle estimait injustes. Elle a eu du mal à s'en remettre. Elle est passée sous les ordres de Francisco Roig, qu'elle a piqué à Giovanni Mpeti Pericard il y a peu. Vous en parliez tout à l'heure dans l'académie, j'ai passé aussi quelques images. Oui, ancien entraîneur de Nadal, entre autres, mais avec qui elle va tenter de reconstruire. On voit qu'elle tente des choses, en tout cas. Iga Swiatek. Après, elle a besoin de victoire, elle a besoin d'enchaîner. Tous joueurs et joueuses, alors d'autant plus à ce niveau-là, sont en permanence quelque part dans la recherche d'une progression, de continuer à pouvoir arriver à évoluer, et donc vont faire appel et chercher quelque part toute personne, tout outil qui va pouvoir arriver à continuer à les faire évoluer, progresser. Donc là, oui, intéressant de voir ce que ça va pouvoir donner avec Roig, ancien coach de Rafa Nadal. Rafa Nadal en qui, je pense aussi, elle avait une admiration sans nom. Donc, voir comment ça va prendre. Parce qu'après, c'est toujours pareil, une nouvelle collaboration. Faut appréhender les choses, faut apprendre aussi à connaître les personnes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'autant plus dans la période dans laquelle elle semble être, elle aussi, un petit peu. Mais on va voir comment ça... Du moins, on l'espère pour elle, que ça porte ses fruits. En tout cas, elle ne va pas avoir beaucoup de pression en arrivant à Roland-Garros. Ouais. Elle moins ne pourra que l'an dernier. Exactement. Là, l'objectif, c'est de se faire plaisir, de bien jouer, de retrouver des sensations. Sur un court, elle va quand même être programmée sur le central, certainement, à chaque fois, où elle a eu tant de succès. Donc, c'est reprendre du plaisir. On n'a pas envie de la voir sortir en pleurs comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et par moment, chez Swiatek, c'est son plus gros problème, c'est que mentalement, elle a des troubles, elle pense à des choses et ça lui fait du mal et elle n'arrive pas à s'en sortir. Qu'elle reprenne du plaisir. Qu'elle reprenne du plaisir. Andrieva, là, que j'ai vu un petit peu jouer hier. Oui, elle aussi, ça... Mais il faut prendre du plaisir, les gars. Et ça va regagner.
Voilà la prescription du Voilà. docteur Boucheneau, prendre du plaisir. Un petit mot pour finir sur la fin d'histoire entre Taylor Fritz et sa compagne, parce que t'es le sosie officiel, donc t'as forcément un mais petit mot à j'ai dire. pas eu toutes les informations. Sosie Non. Non, toi non plus, t'es d'accord, il n'y a pas Mais d'histoire. ça sort d'où, ça? Non, mais Ah c'est si, pas- il y a c'est plein de pas- gens c'est- Ah bon sur YouTube et pas que. Ouais. Olivier Canton a été un des premiers à le dire. Apparemment, il ressemble à Taylor Fritz. Ah oui. Quelque chose dans les yeux. Bah non, j'en sais pas plus. T'es plus en forme que lui en ce moment, en tout cas. Exactement. Ça Quelle joue. forme. Terre battue. Bah oui. Il n'aime Elles pas ont la dit. terre battue, lui. Non, pour l'instant, il fait une pause. Taylor Fritz dans tous les secteurs de sa vie. Oui, c'est marre Voilà. à zéro. On reparlera de Madrid mardi prochain pour débriefer, puisque d'ici là, il y aura eu un titre pour l'un des joueurs encore engagés dans le tableau. Futur fils. Arthur Fils, peut-être. Oh, bah, J'espère qu'il ira loin. j'espère. Il aura partie de tableau de Yannick Sinner. Ils peuvent se rencontrer en demi-finale. Ils sont qualifiés pour l'écart. Déjà à l'heure, Voilà. On se parle. Donc, il reste encore un match. Exactement. pas à pas. Merci à tous les deux. Merci Anne. beaucoup. Ça continue. Le tennis toute la semaine sur Eurosport, sur HBO Max. Merci à Flo Caloise, à Seb Petit. Et donc à mardi prochain pour un nouveau retour gagnant. Bye.